Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter ce webinaire et cette réunion de présentation et d'échange autour du déficit en lipase acide lysosomale, maladie lysosomale très rare. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le professeur Soumeya Bekri dans un premier temps, puis moi-même et enfin le docteur Florence Lacaille pour discuter avec vous de cette maladie. Donc, dans un premier temps, le professeur Bekri qui parlera plutôt de la partie biochimique et génétique du déficit en lipase acide lysosomale et du screening. Moi, dans ma partie, je vous parlerai surtout de la maladie de Wolman avec la clinique et les avancées thérapeutiques. Et dans la troisième partie, le docteur Lacaille vous parlera des formes de l'enfant et de l'adulte. Et ensuite, à la fin de cette réunion, nous aurons une session de questions-réponses où toutes les questions auxquelles vous pensez pourront être abordées. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole au professeur Bekri. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de me donner l'opportunité de vous parler de nos deux derniers travaux concernant le déficit en lipase acide lysosomale. Donc, je suis Soumeya Bekri, je dirige un laboratoire de biochimie métabolique, dépistage des maladies héréditaires du métabolisme au CHU de Rouen et je suis aussi intégrée dans une unité INSERM 1245. La lipase acide lysosomale est une protéine de 378 acides aminés. Son expression est ubiquitaire, elle est constitutive, c'est-à-dire qu'il y a une expression constante de la lipase acide, mais cette expression est quand même régulée par notamment deux facteurs de transcription, le TFEB, qui est un facteur de transcription de toutes les protéines lysosomales, et FOXO1. Le gène qui code pour cette protéine est dénommé LIPA, il est sur le chromosome 10 et il y a 71 variants qui ont été décrits dans Human Gene Mutation Database publique. La synthèse de la lipase acide se fait dans le réticulum endoplasmique comme toutes les protéines, puis ce peptide après synthèse est transféré dans l'appareil de Golgi où il y a une fixation de résidus mannose 6-phosphate. Ceci est très important pour comprendre l'adressage de cette protéine au lysosome. En effet, donc après synthèse du polypeptide au niveau du réticulum endoplasmique, ce polypeptide est transféré sur la partie 6 de l'appareil de Golgi où il y a des modifications post-traductionnelles qui vont rajouter un oligosaccharide sur la glycosylation. Et en bout de cet oligosaccharide, on va avoir un mannose 6-phosphate ici schématisé en triangle noir. Cette protéine va migrer ensuite vers le trans-Golgi et la protéine qui est à destination du lysosome va être reconnue grâce à un récepteur mannose 6-phosphate qui va donc reconnaître le résidu mannose 6-phosphate et l'ensemble va s'individualiser sous forme de vésicule et cette vésicule va aller migrer au niveau de l'endosome tardif pour fusionner avec l'endosome tardif qui est en cours d'acidification. Et ce pH acide va permettre la séparation du récepteur et de la protéine. Le récepteur va être recyclé pour aller recruter de nouvelles protéines dans le trans-Golgi ou aller vers la membrane plasmique. En fait, on ne connaît pas trop bien le rôle de ce récepteur au niveau de la membrane plasmique, mais j'en parlerai plus tard. Ce récepteur au niveau de la membrane plasmique a été utilisé à des fins thérapeutiques. Donc, si on revient à notre protéine ici qui est dans l'endosome tardif va maturer en lysosome. Et pour être active, cette protéine va perdre le phosphate du mannose 6-phosphate. Là, vous voyez, j'ai fait disparaître le petit triangle noir. En fait, le mannose reste sur l'oligosaccharide, mais il y a une déphosphorylation qui est indispensable à l'activation, la mise en place de l'activité enzymatique ou autre activité de la protéine lysosomale. Donc,
revenons à ce récepteur mannose-6-phosphate qui est au niveau plasmique. Donc, il a été utilisé pour imaginer une enzymothérapie substitutive, c'est-à-dire que si on amène des protéines lysosomales qui portent le mannose-6-phosphate, il pourrait être reconnu par ce récepteur plasmique et l'ensemble pourrait être internalisé, fusionné avec l'endosome précoce qui lui va maturer en endosome tardif puis en lysosome et on va retrouver cette protéine substitutive au niveau du lysosome et donc il pourra remplacer au niveau de son activité la protéine défaillante. Donc, quel est le rôle de la lipase acide lysosomale, donc une fois arrivé au lysosome? On a des récepteurs LDL au niveau de la membrane plasmique qui permettent l'internalisation des lipoprotéines LDL dans le cytoplasme, puis dans le lysosome. Dans le lysosome, cet LDL qui contient du cholestérol estérifié et des triglycérides va être dégradé grâce à la lipase acide. Donc, la lipase va dégrader des lipides, donc va cliver des lipides et donc on va cliver le cholestérol estérifié pour obtenir du cholestérol libre et les triglycérides pour obtenir des acides gras libres. Puis le cholestérol libre et les acides gras libres vont migrer dans le cytoplasme pour remplir différentes fonctions. Déjà une fonction de régulation de leur propre synthèse. Donc lorsqu'on a des acides gras libres et du cholestérol dans le cytoplasme, on va inhiber un facteur de transcription, une famille de facteurs de transcription, CRBP, qui, de ce fait-là, va inhiber l'expression du récepteur LDL, va inhiber la synthèse des acides gras et va inhiber la synthèse du cholestérol. Parallèlement, le cholestérol libre va permettre d'activer le LXR, Liver X Receptor, qui est un récepteur hépatique, et qui va augmenter l'expression de deux transporteurs qui sont ABCA1 et ABCG1, ce qui va permettre d'externaliser le cholestérol qu'on aurait en excès dans le cytoplasme. Concernant les acides gras libres, qui vont avoir plusieurs destinées, donc intégrer le pool de triglycérol, c'est-à-dire qu'on va avoir une estérification du glycérol pour avoir des triglycérides, être catabolisé grâce à la bêta-oxydation pour obtenir de l'ATP. Et ces triglycérides vont pouvoir être intégrés soit dans des gouttelettes lipidiques, soit dans le foie uniquement, participer à la formation des VLDL, donc les lipoprotéines VLDL. Donc selon, là c'est un schéma global qui résume un petit peu toutes les possibilités, mais selon les spécificités tissulaires, on va avoir une utilisation de telle ou telle voie. Par exemple, dans les adipocytes, on va avoir une formation préférentielle des triglycérides pour le stockage, alors que dans le foie, on va avoir une formation de VLDL pour exporter le VLDL au niveau de la circulation sanguine. Donc, si on imagine maintenant qu'on a un déficit en LAL, donc on ne va pas pouvoir faire cette lyse de cholestérol estérifié et triglycérides, et donc on va avoir une diminution de la concentration de cholestérol libre et d'acides gras. Donc la diminution de la concentration cytoplasmique, par conséquent, va entraîner une augmentation de la production des récepteurs LDL, de la synthèse des acides gras et de la synthèse du cholestérol. Le fait qu'on augmente l'expression du récepteur LDL, donc on va augmenter la captation des LDL, qui va venir aggraver l'accumulation des cholestérols estérifiés et des triglycérides au niveau du lysosome, et donc vous voyez le cercle vicieux qui se met en place. Je voudrais aussi insister sur le fait que, donc, après clivage des lipides par la lipase acide, le cholestérol est transporté par une protéine qui s'appelle NPC2 et l'ensemble cholestérol et NPC2 va être dirigé vers une deuxième protéine qui est NPC1 pour permettre l'externalisation du cholestérol. Et donc NPC2 et NPC1, ce sont des protéines qui sont déficitaires dans la maladie de Niemann-Pick de type C, donc
très proche du déficit en lipase acide. Et donc, on sait que cette externalisation du cholestérol peut se faire par cette voie, qu'elle se fait aussi par la voie des transporteurs ABC, A1 ou G1. Et on sait qu'il y a des liens, mais tout ça reste encore à explorer. Le déficit en lipase acide, on sait maintenant que c'est un continuum clinique qui va de l'anténatal avec des anasarques à l'âge adulte ou même des formes asymptomatiques. Donc la maladie à début précoce est appelée maladie de Woolman, donc elle est caractérisée par une progression rapide, une insuffisance hépatique, un décès sans traitement avant l'âge d'1 an et une incidence somme toute faible à 1 sur 500 000 naissances. Pour le CESD, la progression elle est lente, on a surtout au premier plan une atteinte hépatique, une dyslipidémie avec une incidence plus importante à 1 sur 40 000. Donc pour pouvoir mieux cerner le déficit en lipase acide en France, nous avons fait une étude de screening pendant 3 ou 4 ans qui a abouti à une publication récente. Donc le critère pour les inclusions, c'était l'hépatomégalie, les transaminases élevées et un profil lipidique altéré. Ça, c'était les critères principaux. Néanmoins, pour le Woolman, c'était important de rajouter au moins la dysfonction gastro-intestinale, les anomalies hépatiques au niveau histologique et la splénomégalie. Et donc, l'ensemble de ces critères nous ont permis de faire 4184 inclusions de 2015 à 2019, avec 1690 femmes et 2494 hommes, avec une moyenne d'âge autour de 40-45 ans pour les deux, en sachant qu'on avait quand même une grande... Donc pour pouvoir faire ce screening, on a mis en place 2 stratégies, un dosage de l'activité LAL sur buvard, donc avec un intervalle de référence de 0,32 à 2,08 nanomol par punch et par heure. On a mis un certain temps à trouver le seuil fixé pour définir le déficit. Donc, ça a fait l'objet d'une réunion internationale. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à 10% de la moyenne de l'intervalle de référence, c'était vraiment le seuil qui permettait de discriminer les vrais déficits des pseudo ou enfin en tout cas des déficits sans conséquence, enfin une diminution sans conséquence clinique. Donc le seuil a été fixé à 0 touché. Et puis pour tous les cas où il y a un déficit, on refait un contrôle sur le même buvard et on fait un autre contrôle à distance sur un buvard indépendant et puis on réalise un génotypage donc de l'IPA avec un panel NGS que nous avons mis au point au laboratoire depuis plusieurs années et qui couvre les 52 gènes du lysosome. Donc, voilà en ce qui concerne la répartition de notre cohorte. Donc, on voit que la moyenne est autour de 44 ans, mais il y a une dispersion importante. Donc, ça, c'est les non atteints. Pour les CESD, on a pu identifier 13 patients, donc 9 femmes et 4 hommes, et 6 Woolman, donc 4 enfants, 4 filles et 2 garçons. Et donc on voit que la moyenne d'âge pour les CESD est autour de 22,4 et pour le Woolman, on est autour de 3 mois. Donc le dosage de l'activité LAL sur buvard nous a permis de différencier les individus qui n'avaient pas de déficit et les 2 groupes CESD et Woolman. Et lorsqu'on zoome sur cette partie-là, on peut voir que notre cutoff à 0,10, 0,12 est bien respecté et que tous les déficits sont inférieurs à 0,05. Autre information sur ce graphique, c'est qu'on a pour habitude de dire que le niveau d'activité résiduelle enzymatique est plus bas dans les formes graves que dans les formes modérées. Moi, dans ma pratique biologique, je n'ai pas cette impression-là, et là, ça vient se confirmer.
Donc dans le Woolman, on voit qu'on a une activité tout aussi basse, ou dans le CESD tout aussi basse que le Woolman et vice-versa. Donc on ne pourra pas différencier une forme sévère d'une forme modérée sur la base du pourcentage d'activité LAL. Sur le plan clinique, on a recueilli pour nos 19 patients, donc les 13 CESD et les 6 Woolman, les principales caractéristiques cliniques. Je ne vais pas m'étaler trop sur cette dia parce qu'il va y avoir des présentations dédiées au CESD et au LAL, simplement pour dire que dans notre cohorte, l'hépatomégalie était constante. On avait une augmentation des transaminases dans tous les patients pour lesquels on a eu l'information, sachant que les 3 patients qui n'ont pas d'élévation, on n'a pas retrouvé l'information dans le dossier. Il n'a pas été noté que les transaminases n'étaient pas élevées. Et puis on a une dyslipidémie assez constante dans la forme modérée. Et une consanguinité constante dans le Woolman. Là, l'étude génétique nous a permis d'identifier chez 17 patients donc tous les allèles mutés. Et on a pu constater qu'on avait des variants sévères, à effet sévère, des variants tronquants, c'est-à-dire variants non-sens, décalage de cadre de lecture ou des variants d'épissage, dans les 2 cas, dans la maladie de Woolman et dans le CESD. Mais les variants que nous avons identifiés chez les patients Woolman sont distincts de ceux qu'on a identifiés pour les CESD. Donc de ce fait-là, nous avons proposé un score pondéré pour chaque atteinte pour mieux cibler les patients pour un éventuel screening pour le déficit en LALD. Et donc, pour le dépistage LALD, on propose un score qui soit total, qui soit supérieur à 4. Donc, soit, on les a regroupés ici par type d'atteinte, donc soit une atteinte hépatique et une atteinte dyslipidémie, avec un score total supérieur à 4, soit au moins 3 atteintes différentes avec toujours un score supérieur à 4. L'autre pendant de ce projet, c'est que là, on a fait un dépistage tout venant, mais l'idée, c'est de faire un dépistage suffisamment précoce pour qu'on puisse intervenir au niveau thérapeutique avec efficacité. Et donc là, je vous parle d'un autre projet qu'on a mis au laboratoire, c'est le projet Lysoneo, qui propose de faire un dépistage systématique de maladies lysosomales en néonatal chez tous les bébés nés en Normandie. Et donc, on a démarré le 8 mars dernier, 8 mars 2021, avec comme objectif d'inclure 100 000 nouveau-nés sur une durée de 3 ans. Donc l'objectif principal est d'évaluer la faisabilité en routine du dépistage néonatal de la MPS 1 et de la maladie de Pompe, parce que c'est des pathologies pour lesquelles il y a une reconnaissance internationale sur l'utilité d'un dépistage précoce pour un traitement efficace. Et puis on a profité de cette étude pour rajouter, puisque c'est des analyses multiplexes, donc on a rajouté des pathologies pour lesquelles nous disposions de substrats nécessaires pour des analyses en haut débit. Donc dans le cadre de ce projet, comme les substrats sont disponibles depuis peu, juillet 2021, pour la lipase acide lysosomale et pour l'aryl sulfatase A déficitaire dans la leukodystrophie métachromatique, nous avons décidé de faire une extension de ce projet et de rajouter ces 2 pathologies à partir de mars 2022 au projet Lysoneo pour un dépistage systématique. Donc je remercie l'ensemble des personnes ayant participé au screening du déficit de la lipase acide lysosomale, donc le projet pour lequel qui a été publié récemment dans Clinica Chimica Acta. Et je remercie aussi tous les investigateurs qui se sont impliqués et qui s'impliquent actuellement pour la mise en place et la progression du projet Lysoneo. Et je profite de cette présentation pour vous inviter cordialement à un congrès que nous organisons à Rouen, qui est la seconde édition du Symposium international de médecine de précision, Pathway to Precision Medicine from Rare to Common Disease, donc en mars prochain, 24-25 mars 2022 à Rouen.
Et je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Merci. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de la maladie de Wolman plus spécifiquement, après le premier topo avec le professeur Bekri, donc sur les aspects plus biochimiques et génétiques. Donc, juste pour reprendre un tout petit peu en introduction, donc vous savez que la maladie de Wolman est une des maladies lysosomales, c'est une maladie très rare, effectivement avec une incidence plutôt entre 1 sur 300 000 à 1 sur 1 million, avec des variations en fonction des pays. Et classiquement, on séparait deux phénotypes cliniques, la forme donc très sévère et précoce dans les premières semaines de vie, qui est la maladie de Wolman, dont je vais vous parler aujourd'hui, et la forme dite plus tardive, pouvant survenir un peu à tout âge chez l'enfant, chez l'adolescent ou l'adulte, qui s'appelle la maladie des esters de cholestérol, CESD, et finalement probablement un spectre clinique et un continuum clinique entre ces deux maladies. Donc, c'est une maladie génétique de transmission autosomique récessive avec des mutations dans le gène LIPA. Comme vous l'a déjà expliqué le professeur Bekri, le rôle de la lipase acide donc, dans le lysosome est de permettre de la dégradation des esters de cholestérol et des triglycérides à l'intérieur du lysosome. Et si l'enzyme est déficiente, comme on le voit à droite sur la diapositive, il va y avoir une surcharge donc, dans les lysosomes et une accumulation de ces esters de cholestérol et de ces triglycérides, ce qui va entraîner une diminution du cholestérol libre intracellulaire, et il va y avoir une inhibition par un feedback en fait négatif et finalement une up-régulation de la synthèse de cholestérol avec du coup une augmentation donc, de la production de cholestérol libre et une diminution de la synthèse de HDL cholestérol. Donc, quand suspecter une maladie de Wolman cliniquement, donc ça va être une maladie qui va finalement avoir des premiers symptômes assez tôt, dès les premières semaines de vie, avec avant tout des manifestations gastro-intestinales. Donc, ça va être des diarrhées, éventuellement des vomissements, des enfants qui vont avoir du mal à se nourrir et du coup, une courbe de croissance que vous voyez en bas à droite avec une cassure staturopondérale extrêmement importante, des enfants qui se présentent avec un très gros ventre, avec une hépatomégalie, une splénomégalie et une distension abdominale avec en fait l'intestin qui est infiltré avec des graisses. Et puis, l'évolution va se faire vers une insuffisance hépatocellulaire et malheureusement, en l'absence de traitement, la maladie est rapidement progressive et fatale avant l'âge de 1 an. Il y a aussi donc dans les signes finalement radiologiques des calcifications surrénaliennes qui sont assez caractéristiques et très fréquentes chez plus de la moitié des patients, qu'on peut retrouver également en anténatale. Ces patients ne présentent pas d'atteinte neurologique et ont un développement cognitif qui est normal. Donc, si on reprend sur cette diapositive la cohorte historique, vous voyez que finalement, en l'absence de traitement spécifique par enzymothérapie substitutive, tous les enfants avec une maladie de Wolman décédaient avant l'âge de 7 mois, donc une maladie extrêmement grave. Quelles sont les anomalies biologiques au diagnostic? Il va y avoir d'une part des stigmates de malabsorption et de dénutrition avec une albumine et une préalbumine qui sont basses. En général, une cytolyse hépatique qui est plutôt modérée, sans cholestase. On peut avoir éventuellement une cytopénie, surtout une anémie liée à la malabsorption, éventuellement une thrombopénie. Une évolution, comme je vous le disais, vers l'insuffisance hépatocellulaire avec une baisse du TP du facteur 5 et également des facteurs vitamino-K dépendants. Et également un bilan lipidique perturbé, un cholestérol total qui peut être normal, mais avec souvent une petite augmentation des LDL cholestérol et surtout une baisse significative du HDL cholestérol et des triglycérides qui sont normaux ou légèrement augmentés. Quelle est la prise en charge thérapeutique de ces enfants? Donc, il existe 2 traitements dits spécifiques dans cette maladie-là. D'une part, l'enzymothérapie substitutive intraveineuse qui a eu l'AMM en 2016 et dont on va rediscuter ultérieurement, et la greffe de moelle osseuse qui peut être efficace dans certains cas. Sinon, ça va être un régime limité en graisse qui est strict au début de la vie avec un élargissement progressif de ce régime en fonction de la tolérance digestive des enfants.
On va bien sûr les supplémenter en TCM, 20 à 30% des apports énergétiques totaux. Et puis, on va arrêter au fur et à mesure qu'on augmente le régime et qu'on autorise les graisses. Certains patients ont besoin d'une nutrition avec une sonde entérale pour ceux qui ont des difficultés alimentaires, voire d'une parentérale pour ceux qui gardent des troubles digestifs avec des diarrhées importantes. On les supplémente bien sûr en vitamines liposolubles et en acides gras essentiels. Donc, plus spécifiquement, tout d'abord, l'enzymothérapie substitutive, comme je vous l'ai dit, donc la CB-lipase alpha dans cette maladie-là, a eu l'AMM en 2016 avec des essais cliniques entre 2011 et 2016. Quel est le principe de ce traitement? Finalement, comme les autres enzymothérapies substitutives qu'on connaît dans les maladies lysosomales, le but est d'apporter l'enzyme manquante au patient grâce à des perfusions intraveineuses hebdomadaires. Donc, cette perfusion va permettre d'amener l'enzyme qui, grâce au récepteur au mannose 6-phosphate, comme vous le voyez sur le schéma à droite, va pouvoir rentrer dans la cellule et arriver dans le lysosome où elle va avoir sa fonction de dégradation des esters de cholestérol et des triglycérides. La diffusion va se faire de façon maximale dans les tissus qui sont fortement vascularisés, donc essentiellement le foie et la rate. Les inconvénients principaux de ce traitement, c'est que c'est un traitement qui est très lourd puisque les perfusions reviennent chaque semaine et que cela nécessite effectivement une bonne observance et que ça peut altérer un peu la qualité de vie, le fait de devoir se rendre toutes les semaines à l'hôpital. On peut développer des anticorps anti-enzymes avec rarement, mais cela est rapporté, quelques réactions aux perfusions et bien sûr le coût du traitement qui est très important. Donc là, c'est pour vous montrer des petites photos du premier patient pédiatrique traité dans le monde par cette enzymothérapie substitutive et qui a aujourd'hui 11 ans avec un très bon résultat en termes de développement psychomoteur qui est strictement normal et une évolution somatique qui est également très bonne, même si le patient garde une petite distension abdominale. Dans les autres traitements spécifiques, il existe donc la greffe de cellules souches hématopoïétiques. C'est donc une thérapie cellulaire. Ça consiste à faire un conditionnement avec une myéloablation, puis administrer en intraveineux la moelle histocompatible d'un donneur sur fichier ou de cellules souches de sang de cordon. Et les cellules injectées qui vont s'implanter dans la moelle osseuse vont être capables de produire l'enzyme manquante qui va être ensuite délivrée aux autres tissus. Les avantages par rapport à l'enzymothérapie substitutive et l'effet sur le système nerveux central, même si ce n'est pas l'intérêt dans cette maladie-là, dans la maladie de Wolman, puisqu'il n'y a pas d'atteinte neurologique, mais c'est surtout qu'en cas de succès de la greffe, c'est une thérapie en une seule fois. Mais il y a bien sûr des complications, de la morbidité, éventuellement de la mortalité liée à cette procédure. D'ailleurs, si on regarde dans la littérature les cas publiés de greffe de moelle osseuse dans la maladie de Wolman, c'est une technique qui peut être efficace, mais qui a une mortalité qui est très élevée, puisque sur 12 patients rapportés et 8 patients rapportés après 1992, seulement 3 sur 8 sont vivants et ont plus de 4 ans. Les causes des échecs de la greffe sont avant tout des enfants qui arrivaient à la greffe en mauvais état nutritionnel. C'était des enfants en mauvais état général, dont la greffe était faite un peu tardivement et qui avaient déjà une atteinte hépatique sévère, avec un risque élevé de rejet de greffe et une nécessité de conditionnement agressif, ce qui majorait la toxicité hépatique. Ensuite, voici les courbes de survie sous enzymothérapie substitutive qui sont issues des résultats des essais cliniques pédiatriques et adultes de LAL-CLO3 et LAL-CLO8. Vous voyez en effet que par rapport à la cohorte initiale des patients qui décédaient tous en l'absence de traitement, la survie est bien meilleure, avec quand même 6 décès sur 29 enfants, mais dont 4 décès avaient été très précoces, entre l'âge de 3 mois et de 5 mois, chez des patients qui malheureusement n'avaient pu recevoir que 4 perfusions d'enzymothérapie ou moins, donc qui avaient été traités à un stade déjà très avancé de la maladie, avec une insuffisance hépatocellulaire pour certains ou un état de dénutrition sévère pour d'autres. 2 décès étaient survenus dans des contextes moins clarifiés, un pour une septicémie et l'autre d'un arrêt cardiaque.
Donc, pour nos patients, l'évolution clinique et biologique sous enzymothérapie substitutive a été très bonne. Cliniquement, une disparition de l'hépatosplénomégalie et des diarrhées, une persistance, comme je vous le disais, d'une petite distension abdominale, plus ou moins importante en fonction des patients, une courbe de croissance tout à fait dans les normes et des patients qui ont peu de plaintes. Au niveau biologique, une disparition des stigmates de dénutrition, la persistance en fonction des patients d'une petite cytolyse, une normalisation totale des facteurs de coagulation, une disparition de l'anémie et un bilan lipidique qui reste un peu perturbé avec un cholestérol total dans la norme, mais un HDL cholestérol qui reste en dessous de la norme. Si on reprend un petit peu plus sur la diététique, comme je vous disais, il y a environ la moitié des patients qui ont besoin d'une sonde entérale transitoire dans les premières années de vie, quelques cas qui peuvent avoir besoin de nutrition parentérale transitoirement. Tous ont eu un régime limité en graisse stricte dans les premières années de vie, avec une supplémentation en triglycérides à chaîne moyenne, puis un élargissement progressif du régime en fonction de la tolérance digestive des patients. Donc, vous voyez que l'évolution globale des patients est très satisfaisante. Ce sont des enfants qui ont tous une scolarité qui est normale, qui n'ont aucun trouble cognitif. Aux réponses au questionnaire de qualité de vie PET-SQL, 3 patients en âge de répondre avaient un score entre 60 et 80%, et 4 parents scoraient leur enfant entre 82 et 100%. Un seul parent mettait un score autour de 50% chez un enfant qui, au moment du passage du questionnaire, avait des douleurs abdominales. On a remarqué un phénotype dit myopathique chez 3 enfants petits, avant l'âge de 6 ans, des enfants qui étaient fatigables, qui demandaient fréquemment la poussette. Finalement, le testing musculaire et les bilans de kiné étaient tous normaux, ainsi que l'électromyogramme. Et dans l'évolution, en grandissant, les symptômes avaient tendance à diminuer, voire à disparaître, et cela sera à surveiller par la suite. Sur le plan de l'évolution hépatique et digestive, on a réalisé des biopsies hépatiques et digestives après un recul de quelques années de traitement. On voit qu'il y a quand même une évolution de la maladie à ce niveau, puisqu'il y a une fibrose qui est discrète à modérée, F1, F2, et par contre une stéatose microvasculaire, comme vous le voyez sur les schémas à droite en histologie, avec donc cette surcharge et ces macrophages spumeux. Cela a été vu aussi à la biopsie digestive, faite chez certains des enfants, avec une atrophie villositaire et une infiltration graisseuse de la sous-muqueuse, avec ces gouttelettes lipidiques que vous voyez, ces petites taches blanches sur la biopsie. Donc, pour conclure, et dans les perspectives, la maladie de Volman est une maladie bien sûr rarissime, mais extrêmement grave et dont la précocité du traitement a toute son importance, puisque finalement, maintenant qu'on a l'enzymothérapie substitutive, on voit que ça a complètement changé le pronostic de ces patients qui ont une évolution clinique et biologique très satisfaisante, avec bien sûr une survie très bonne, et que si le traitement est plus précoce, on a une évolution qui est meilleure. Cela pose la question du dépistage néonatal dans cette maladie, bien qu'elle soit très rare. On voit quand même qu'il y a une persistance de l'atteinte digestive et hépatique histologique, et cela sera surveillé à plus long terme, puisqu'on ne connaît pas le devenir de ces patients. Dans les perspectives de traitement, il faudra reconsidérer la greffe de moelle osseuse en cas de donneur compatible pour des enfants bien portants qui auront eu l'enzymothérapie à un stade précoce. Je vous remercie de votre attention. Après qu'Anaïs vous ait parlé des formes du nouveau-né, du tout petit nourrisson, je vais vous parler des formes du grand enfant et de l'adulte du déficit en lipase acide lysosomal que les Anglais appellent cholestérol ester storage disease. Ça veut dire tout ce que ça veut dire, hein. On store les esters de cholestérol. Alors, je vais vous donner un exemple de 3 enfants. Alors, moi, j'ai rencontré l'aînée à 22 ans, au moment où elle arrivait avec une hépatosplénomégalie et des plaquettes à 100 000, donc des signes d'hypersplénisme. Le diagnostic de déficit en lipase acide avait été fait à l'âge de 5 ans sur une hépatomégalie, une augmentation des transaminases. Elle avait également le cholestérol élevé et elle avait eu une biopsie hépatique qui avait montré les lésions caractéristiques qu'on va voir un petit peu plus loin. À 15 ans, elle a fait sa première décompensation édémato-acétique et quand moi je l'ai rencontrée à 22 ans,
elle avait déjà des signes de cirrhose clinique. À ce moment-là, j'ai également rencontré son jeune frère de 13 ans et sa petite sœur, et tous les deux avaient un gros foie, tous les deux avaient des transaminases aux alentours de 100, aucun des deux n'avait de splénomégalie, ils n'avaient pas de signe d'hypertension portale, et par contre, au moment où je leur ai fait la biopsie hépatique, ils avaient tous les deux un foie gras, mais complètement cirrhotique, avec déjà des nodules de régénération, avec donc extrêmement peu de symptômes. Donc le déficit en lipase acide lysosomale chez grand enfant, c'est vraiment très peu symptomatique. Mais ce sont des enfants qui ont une hépatomégalie, ce qui n'est pas banal dans la révélation d'une maladie hépatique en consultation habituelle des pathologies, une augmentation des transaminases, une augmentation du cholestérol. À l'échographie, le radiologue va vous dire qu'il y a une stéatose parce qu'il voit un foie qui est plus hyperéchogène que le rein. Il va vous dire que le foie est luisant, il y a du gras dedans. Éventuellement, ce sont des jeunes qui ont des douleurs abdominales, c'est très fréquent, mais les douleurs abdominales, c'est évidemment pas très spécifique. Et dans leur bilan lipidique, on remarque une chose assez particulière, qui est que le cholestérol HDL est bas. Donc, il y a eu une grande série de 135 patients qui ont été reportés dans la littérature, qui sont des patients, comme vous voyez, 90% ont été diagnostiqués avant l'adolescence, et la médiane de diagnostic de la maladie ou des premiers symptômes, c'était 5 ans. Dans 2 tiers des cas, il y a eu une biopsie qui montrait une fibrose hépatique ou même déjà une cirrhose, et 12 de ces patients ont reçu une transplantation hépatique. 15 malheureusement sont décédés, dont 6 dans l'enfance, et il y a plusieurs cas rapportés de cancer du foie. Pratiquement tous avaient un gros foie. Encore une fois, ça n'est pas si banal dans l'exploration, par exemple, de transaminase en consultation. Les 3 quarts avaient une grosse rate. Tous avaient une augmentation des transaminases. Pratiquement tous une augmentation du cholestérol LDL, une franche augmentation, hein, plus de 2 grammes par litre. Et quasiment tous également une diminution du cholestérol HDL à moins de 0,4 grammes par litre, ce qui est une franche diminution. Certains avaient une maladie cardiovasculaire progressive, les 87% des patients avaient quelque chose, alors soit leur dyslipidémie, ça on l'a dit au départ, mais éventuellement des signes d'athérosclérose précoce, comme on voit par exemple sur cette photo, où on voit des calcifications de l'aorte thoracique et abdominale chez une femme jeune, une coronaropathie précoce avec un infarctus à un âge jeune, ou des signes vasculaires cérébraux, anévrisme ou AVC. Donc, quand faut-il penser au déficit en lipase acide lysosomale? Alors, il n'y a en général pas d'histoire familiale, ni parce que c'est une maladie autosomique récessive. Alors, il peut y avoir une consanguinité. Aucun des patients que je connais, moi, n'a de consanguinité. Les douleurs abdominales fonctionnelles sont quand même extrêmement fréquentes. C'est 20 à 25% des enfants et pas loin d'être aussi fréquent chez les adultes. Donc, ce n'est pas très spécifique. Par contre, l'hépatomégalie, comme je vous le disais, ce n'est pas si fréquent dans l'exploration, enfin dans une consultation des pathologies tout venant. Et il faut noter que c'est un foie gras, hein, mais ça n'est pas un foie mou. Hein, un foie mou de glycogénose plein de sucre, on a du mal à le palper. Là, c'est un foie gras qui se palpe très bien, qui est, s'il n'y a pas de signe de cirrhose, qui n'est pas dur, qui est ferme sans plus. Et il peut y avoir éventuellement, ça dépend de l'évolution de la maladie, il peut y avoir des signes de cirrhose, qui peuvent être une splénomégalie, une circulation veineuse collatérale, etc. Sur le plan biologique, il y a une augmentation des transaminases, mais pas beaucoup, hein, aux alentours de 80-100 en général, pas beaucoup plus. Une hypercholestérolémie, comme on disait, surtout le LDL cholestérol, avec une diminution du HDL cholestérol, quelquefois une augmentation des triglycérides, et éventuellement les complications de la cirrhose, que vont être l'hypersplénisme avec les plaquettes qui chutent, des troubles de la coagulation, une augmentation de l'alpha-fétoprotéine, s'il y a un hépatocarcinome. En échographie, le radiologue va dire il y a de la stéatose. Alors, la stéatose se voit en échographie, enfin le foie est luisant à partir de 20 à 30% de stéatose, donc le foie est vraiment très luisant chez ces patients. Et ça, c'est pas banal non plus dans l'exploration d'une maladie hépatique chronique, sauf dans les stéatoses d'obésité, hein, la non-alcoolique fatty liver disease, ou la maladie de Wilson, à laquelle il faut toujours penser et qu'il faut toujours avoir éliminée, ou la mucoviscidose, mais c'est vrai que la mucoviscidose, on est quand même dans un autre cadre clinique. Alors, à l'IRM, on va éventuellement voir un contenu en gras extrêmement important.
On peut faire une élastométrie, que ce soit en échographie ou en IRM, mais en IRM, ce n'est pas validé. En échographie, ça l'est un peu plus. Ça mesure l'élasticité du foie, mais c'est très difficile à interpréter si le foie est bourré de gras, parce que savoir si le foie n'est pas souple parce qu'il est plein de gras ou qu'il est plein de cicatrices, donc de fibrose, c'est très difficile. Si on fait une biopsie, on va voir ça juste après, on voit une stéatose absolument massive, hein, c'est-à-dire une surcharge lipidique avec des grosses macros et des petites vésicules de lipides. On voit, c'est une maladie de surcharge lysosomale, hein, les lysosomes, il y en a plein, les macrophages. Donc les macrophages vont être bourrés de lipides, que ce soit dans les espaces portes ou que ce soit dans les cellules de Kupffer, qui sont, comme vous le savez, les macrophages qui sont dans les sinusoïdes. Il n'y a pas d'inflammation, contrairement à ce qu'on voit dans la NASH, la non-alcoolique stéatohépatitis de l'obèse, par exemple. Hein. Et il y a une fibrose qui dépend, dont l'étendue dépend des patients. Alors, on me pose souvent la question de savoir si s'il faut des colorations particulières. Non, ce sont des colorations absolument standards, qui sont celles qu'utilise tout anapathe pour regarder une biopsie hépatique. Alors, on voit bien sur cette biopsie, on est en plein sur un espace porte. Hein, on voit les flèches qui montrent, alors en haut à gauche, des macrophages portaux absolument bourrés de petites gouttelettes lipidiques. La flèche en bas à gauche montre les bandes rouges, c'est la coloration spécifique de la fibrose, hein, donc il y a une fibrose importante dans cet espace porte. Et à droite, il y a un nodule d'hépatocyte entouré par de la fibrose, c'est donc une cirrhose déjà. Et on voit des grosses et des petites vacuoles complètement, remplissant complètement le cytoplasme de ces hépatocytes. Alors, quel est le diagnostic différentiel? Alors, ça peut être une autre hypercholestérolémie familiale plus fréquente, mais même dans les hypercholestérolémies familiales avec un taux très élevé de cholestérol, il n'y a pas de surcharge en lipides du foie. Hein, le foie est normal, il n'y a pas d'augmentation des transaminases. Ça peut être une autre maladie hépatique. Alors, comme on a dit un peu plus haut, la maladie de Wilson, la mucoviscidose, bon, on cherche hein, une hépatite auto-immune ou d'autres maladies hépatiques auxquelles on peut penser, mais il n'y a pas d'hypercholestérolémie dans la plupart des maladies hépatiques, sauf dans les cholestases chroniques, mais on est quand même dans une situation clinique complètement différente. Par exemple, le syndrome d'Alagille, ce n'est pas du tout la même présentation, et il y a en général une augmentation des gamma-GT. Après ça, notre patient peut ne pas avoir de chance et avoir les deux, une hypercholestérolémie familiale et une autre maladie hépatique, mais franchement, on appelle ça le syndrome du paratonnerre. Alors, quand on a fait la biopsie hépatique, alors honnêtement, pour avoir fait quelques biopsies hépatiques dans ce contexte, il n'y a pas beaucoup de diagnostic différentiel parce qu'on a l'impression de piquer dans une motte de beurre et on voit sortir un petit morceau de foie complètement orange comme un petit pot de carotte, ce qui est absolument typique. Je n'ai jamais vu ça que dans cette maladie-là. Mais bon, il faut toujours penser, quand il y a une stéatose, à la maladie de Wilson, mais stéatose aussi massive, bon, mais il faut éliminer la maladie de Wilson par les tests biologiques adéquats et si on se pose vraiment des questions, le dosage du cuivre sur le foie. Il faut penser bien entendu à la non-alcoolique fatty liver disease, la NAFLD, sans inflammation, puisqu'il n'y a pas d'inflammation hein, dans ce que je vous ai montré en histologie. Donc, ça n'est pas une NASH, une stéatohépatitis. Mais bon, généralement, aucun des patients que j'ai rencontrés n'était obèse, mais il faut se poser la question. Et il faut penser aux toxiques, mais ce sont quand même des toxiques très particuliers qui donnent une stéatose aussi massive. Et dans toutes ces maladies-là, il n'y a pas de surcharge dans les macrophages. C'est vraiment spécifique à cette maladie de surcharge lysosomale. Toutes les autres maladies, le Wilson, la NAFLD ou les hépatites toxiques, entraînent une surcharge de l'hépatocyte, mais ni des macrophages portaux, ni des cellules de Kupffer. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le diagnostic de déficit en lipase acide lysosomale grâce au test facile à faire maintenant par le docteur Bekri à Rouen, le dosage de l'enzyme, puis la génétique. On traite l'hypercholestérolémie, c'est quand même bon pour les coronaires. On peut normaliser le cholestérol en traitant l'hypercholestérolémie. Le problème, c'est que quand on utilise en particulier des statines, les statines augmentent l'expression du récepteur LDL, hein, donc augmentent la captation par l'hépatocyte
des lipides circulants et donc ça augmente la surcharge hépatocytaire. Donc c'est bien pour le cœur, mais ce n'est pas bon pour le foie. Et évidemment, on discute le traitement par enzymothérapie dont vous a parlé Madame Brassier, la CB-lipase alpha, qui est une enzymothérapie qui se donne pour les formes tardives comme ça, non pas une fois par semaine comme pour les formes précoces, maladie de Waldmann, ça se donne une fois toutes les 2 semaines. Alors pour des raisons actuellement de régulation et d'organisation, ça doit être fait en hôpital de jour et ça ne peut pas pour le moment être fait à domicile. Donc toutes les 2 semaines, et en général, on voit une normalisation des transaminases et une normalisation, en tout cas une franche diminution du cholestérol. S'il reste encore un peu élevé, on peut à ce moment-là traiter par un hypocholestérolémie. La surveillance, c'est le dépistage des complications d'une maladie chronique du foie, c'est-à-dire l'hypertension, les complications de l'hypertension portale, les varices œsophagiennes, et la recherche de cancer du foie, comme dans toute maladie hépatique chronique. Le dépistage des complications cardiovasculaires et bien entendu les vaccinations, c'est-à-dire les vaccinations contre les hépatites virales A et B et la prévention de la consommation d'alcool, savoir apprécier et consommer avec une extrême modération. En conclusion, donc le déficit en lipase acide lysosomale chez les grands enfants et chez les adultes, c'est une maladie qui entraîne des lésions sévères chez des patients qui sont jeunes, puisque tous ceux que j'ai vus, moi par définition, ce sont des enfants. Et comme on a vu sur la première patiente, à l'âge de 22 ans, elle avait une cirrhose avec des signes d'hypertension portale et elle avait déjà fait une décompensation œdémato-ascitique et un certain nombre de patients ont eu besoin d'une greffe de foie. Il y a une athérosclérose précoce. Donc évidemment, les choses ont changé depuis que l'enzymothérapie par CB-lipase est disponible. Et il y a donc eu une étude qui vient juste d'être publiée sur le risque et l'efficacité à long terme. C'est une étude sur 5 ans de la CB-lipase dans les formes tardives. Ce qu'on voit, c'est que ça normalise les transaminases, ça diminue la charge hépatique en graisse telle que c'est mesuré par l'IRM. Mais comme on a dit sur la diapositive précédente, c'est un traitement qui est lourd. C'est un hôpital de jour pour l'injection de CB-lipase tous les 15 jours. Et puis, évidemment, c'est très cher. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si réellement ça bloque l'évolution de la fibrose. Alors, dans l'étude qui vient d'être publiée, une douzaine de patients ont eu 2 biopsies sous traitement pour voir l'évolution, mais avec très peu de temps entre les 2 biopsies, 1 an. Ce qui ne permet pas de voir réellement, bon, la fibrose avait au moins pas augmenté, c'était au moins stabilisé ou elle avait diminué, mais pour voir réellement l'efficacité à long terme, il va falloir qu'on ait des résultats à plus long terme, et en particulier des résultats histologiques de l'efficacité de cette enzymothérapie, et il va falloir qu'on définisse des critères pour savoir parmi les patients lesquels justifient de ce traitement lourd et lesquels peuvent éventuellement être surveillés pour envisager plus tard cette enzymothérapie. Pour le moment, comme vous voyez, c'est un sujet qui est en cours de développement. Et je vous remercie et suis prête à répondre à vos questions. Bonjour à tous. Du coup, vous avez quand même été nombreux à suivre, je vois. Donc, on est content d'avoir fait le webinaire. Je remercie déjà quand même Soumeya Bekri et Florence Lacaille qui ont accepté tout de suite de participer à ce webinaire et du coup qui a été un petit peu improvisé, enfin pas improvisé, mais qui a été fait un peu au dernier moment. Mais tout s'est bien passé et donc j'en profite aussi quand même pour remercier la filière V2M et en particulier ASA qui a coordonné ce projet et à Patrick Catala de l'agence Atout 21 qui a fait tout le montage, les enregistrements, tout ça, à part quelques petites défauts techniques de la PHP Necker. On va dire que sinon, globalement, ça s'est bien passé. Et je pense que tout le monde a entendu. En tout cas, ça avait l'air d'avoir on avait le son et l'image, donc je pense que c'était bon. Donc, je remercie à tous les gens qui se sont connectés. Vous n'avez pas eu envie de poser des questions, alors du coup, c'est un peu dommage, mais je ne sais pas, vous pouvez encore en poser. Je me remets dessus. Il y a une question. Il y a une petite question. Vas-y, Florence.
Oui, qui est Aline Cano, bonjour. Bonjour à tous ceux qui ont assisté. Est-ce qu'il y a un régime spécifique pour les patients déficitaires, enfin les patients avec une révélation tardive? Ils sont hypercholestérolémiques tous, donc on a tendance à leur proposer un régime pas trop riche en cholestérol. Et de toute façon, souvent, ils s'auto-limitent, c'est-à-dire que quand ils font des excès, ils ont mal au ventre. Donc, moi, je leur donne un régime raisonnablement limité en cholestérol, sans plus. Alors, quels sont les critères actuels de début de l'enzymothérapie chez les formes tardives? Oh, que voilà une bonne question. Le problème, il est qu'il n'y a pas d'AMM pour les formes tardives actuellement en France. Donc, il y a autorisation dans d'autres pays, mais il n'y a pas d'AMM en France. Donc, si on veut réellement traiter une forme tardive, il faut aller supplier le laboratoire qui nous donne du Canuma. Je pense que c'est un traitement qui est, c'est ce que j'ai écrit dans un éditorial qui va sortir en même temps que l'étude qui est publiée, l'étude de 5 ans sur le Canuma dans les formes tardives. Je pense qu'avant de s'embarquer dans un traitement à vie avec une enzymothérapie tous les 15 jours, on espère qu'on va arriver à le faire à domicile, mais enfin bon, pour le moment, c'est encore en hôpital de jour. Il faut avoir de bons critères et à mon avis, il faut faire une biopsie hépatique. S'il y a une fibrose significative, je pense franchement qu'il faut commencer l'enzymothérapie. Si la fibrose n'est pas très importante, à ce moment-là, on peut se dire qu'on refait une biopsie dans 3 ou 5 ans et qu'en fonction de l'évolution de la fibrose, on peut se dire qu'on commence secondairement l'enzymothérapie. Les tests non spécifiques, les IRM, machin, oubliez ça dans une maladie aussi rare que ça, avec une histologie aussi particulière. Je pense que si on veut démarrer ce traitement et essayer de rendre service aux patients, il faut vraiment avoir de l'histologie, ça reste le gold standard. Donc ça, c'est ce que je recommande actuellement avec le caveat par lequel j'ai commencé, c'est qu'il n'y a pas d'AMM pour les formes tardives pour le moment en France. Je rajouterais juste par rapport à ce que dit Florence, Aline, si c'est un enfant qui est non Volman mais qui a une forme donc tardive mais qui est quand même petit, après si tu montres qu'il a eu des symptômes cliniques dans les 2 premières années de vie, du coup il est considéré enfin tu peux le faire rentrer dans l'AMM forme rapidement progressive. Alors c'est comme ça que ça a été dénommé, c'est moins de 2 ans forme rapidement progressive et du coup, il peut bénéficier de l'enzymothérapie. Moi, c'est le cas pour une patiente que j'ai connue vers l'âge de 5 ans, qui avait déjà une fibrose F1, qui du coup est depuis 3 ans à peu près sous traitement, et qui avait déjà un infléchissement staturopondéral et un bilan biologique qui était perturbé, alors vers l'âge de 2 ans. Donc après, pour les formes tardives, comme dit Florence, ça va être discutable au cas par cas entre la personne de 50 ans et le petit de 5 ans, et après sur quel signe il a été diagnostiqué, etc. Mais après, c'est sûr que c'est quand même un traitement lourd, donc il faut vraiment, là, Florence va publier après les histologies de nos patients Volman et peut-être CESD. Il faut vraiment qu'il y ait une histologie qui soit faite avant la mise sous traitement pour savoir ce qu'on fait, quoi. La question suivante, c'est la greffe hépatique. Bien sûr, comme je disais, il y a eu au moins une douzaine de greffes hépatiques faites. Et il y a eu une publication sur la rechute de la maladie sur la greffe hépatique, ce qui est assez logique parce que la maladie, elle est à la fois dans les hépatocytes, mais elle est également dans tout le système réticulo-endothélial. Donc, on change les hépatocytes, mais on ne change pas les macrophages et les cupfers qui vont recoloniser le foie. Donc, il y a 6 cas, je crois que c'est une série de 8 ou 9 patients qui a été publiée aux États-Unis où il y a rechute sur la moitié des transplantations. Donc, ce qui serait logique, c'est si le patient a réellement besoin d'une transplantation hépatique, c'est d'enchaîner avec une enzymothérapie après la transplantation hépatique. Le mieux quand même, c'est qu'il n'ait pas besoin d'une transplantation hépatique. Après ça, il y a une question à laquelle je peux aussi répondre, qui est est-ce que les étimibes est indiqué dans ces maladies comme traitement hypocholestérolémiant? Alors bon, les Volman en général, ils ne sont pas hypercholestérolémiques, ils sont même tellement dénutris qu'ils sont hypocholestérolémiques, mais les grands sont effectivement hypercholestérolémiques, et c'est effectivement plus logique d'utiliser les étimibes
qui diminue l'absorption intestinale sans théoriquement avoir l'action au niveau du foie, que d'utiliser des statines qui vont augmenter l'expression du récepteur LDL et augmenter la surcharge hépatocytaire. Donc les étimibes, oui. Et c'est celui que j'utilise préférentiellement, moi, comme hypocholestérolémiant pour les formes tardives. Les étimibes, j'utilise aussi un peu le Questran. Enfin, c'était le Questran qu'on utilisait initialement, mais le Questran, c'est tellement dégueulasse que les patients le prennent mal. C'est pas très efficace et c'est vraiment pas bon. Et les étimibes, c'est facile à donner et c'est efficace. Merci, dit Alexandre. De rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je vais juste corriger un tout petit truc que j'ai dit parce qu'en fait, hier soir, j'ai vu qu'il y avait un autre article que j'avais raté de Manchester où en fait, ils ont rapporté quelques Volman où ils ont combiné l'enzymothérapie et la greffe de moelle osseuse. Mais après greffe de moelle osseuse, ils continuent l'enzymothérapie. Après, j'ai pas tout lu hyper en détail, mais donc c'était un tout petit peu faux voilà ce que j'ai dit sur la greffe de moelle osseuse parce que j'avais pas vu le dernier papier qui est de 2021. Et alors, ils combinent les deux, mais ils continuent l'enzymothérapie. Ils ont l'air d'avoir des chimérismes qui sont, c'est sur 5 enfants, des chimérismes qui sont plutôt partiels. C'est pas très bon. Bon, et on attend que Soumeya nous trouve un petit Volman, peut-être, si... On continue, on verra bien. On essaie de ne pas en rater, surtout. Ouais. Pour ceux qui suivent des formes tardives, j'ai l'intention de récupérer un peu toutes les données cliniques et biologiques des patients, en particulier ceux qui sont traités, enfin ceux qui ne sont pas traités, ceux qui sont traités, pour essayer de faire un peu une histoire naturelle de la maladie sans traitement et l'efficacité du traitement, en particulier ceux qui sont traités à long terme. Et je pense qu'il est extrêmement important pour ceux qui suivent des patients traités qu'on fasse une biopsie hépatique peut-être tous les 5 ans. Je dirais, ça me paraît assez raisonnable pour suivre l'évolution de la fibrose et pour qu'on sache réellement ce qu'on fait. Donc, pour ceux qui ont des patients sous traitement, attendez-vous à recevoir une petite lettre de ma part pour vous pousser à leur faire une biopsie hépatique s'ils n'en ont pas eu et pour récupérer quelques données clinico-biologiques. Alors, pour Aline, qui est désolée, mais qui avait perdu les réponses à ces questions, les critères de début, parce que tes questions, c'était le régime. Le régime, c'est un régime hypocholestérolémiant, enfin raisonnable, quoi, une alimentation équilibrée. Je ne suis pas très stricte, j'avoue, hein, honnêtement. J'ai beaucoup de mal, moi, à interdire aux enfants de manger du chocolat. C'est contre ma religion. Et bon, enfin, ils ont un régime hypocholestérolémiant. Et pour ce qui est des critères de mise sous traitement pour les grands, alors ceux qui sont hors AMM, je rappelle ce que disait Anaïs, c'est-à-dire que si on arrive à prouver que le début des symptômes est avant 2 ans, hein, on peut rentrer dans l'AMM, c'est-à-dire forme précoce, rapidement progressive. Si on n'y arrive pas, parce que le début des symptômes, c'est franchement 5 ans, à ce moment-là, il n'y a pas d'AMM. Donc, c'est quand même assez compliqué si on veut traiter. Ce n'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué via le labo. Toujours est-il que je pense qu'il faut absolument une biopsie hépatique et qu'il faut absolument voir quel est le degré de fibrose. Si le patient n'a pas de fibrose ou très peu de fibrose, aller l'embarquer dans un traitement à vie avec une enzymothérapie tous les 15 jours, je trouve ça, et un traitement extrêmement cher, je trouve ça pas justifié. Et à ce moment-là, il faut se dire qu'on refait une biopsie 3 à 5 ans après pour suivre l'évolution et voir si on commence un traitement ou si on ne commence pas de traitement. Pour ceux qui ont une fibrose quand même conséquente, je dirais que F2, alors F2, juste pour vous rappeler, c'est une fibrose portale avec un début de pont interportal dans moins de 50% des espaces ports. Alors, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui progresse et il est probablement justifié à ce moment-là de commencer le traitement et sans doute de faire une biopsie tous les 5 ans pour suivre l'efficacité du traitement. Encore une fois, les tests non invasifs de fibrose dans cette maladie-là, je n'y crois pas un seul instant. Je pense qu'il faut vraiment s'offrir une histologie.
Et alors, il y a une question sur le statut inflammatoire. Alors, c'est vrai que les Volman, au diagnostic, souvent, ils ont une hyperferritinémie, une anémie qui est possiblement un peu mixte, et effectivement, des marqueurs pro-inflammatoires, je crois certaines cytokines, mais je ne saurais pas dire, peut-être Soumeya pourra compléter, et qu'il y a une sorte d'activation macrophagique, comme on peut voir dans d'autres maladies lysosomales. Je ne sais pas si Soumeya, tu sais plus… Oui, je confirme. On a retrouvé un profil inflammatoire chez les Ullmann et beaucoup moins chez les CESB. C'est ça. Hein. Oui, les grands, ils sont vraiment pas inflammatoires. Hein. Non, mais les tout petits, c'est vrai que… etc. Alors, ils ont quand même une chose un petit peu particulière que j'ai vue, moi, chez 2 de mes patients. J'ai trouvé des auto-anticorps, et en particulier le tout premier que j'ai rencontré, il avait des anticorps antimusculistes à 1/640e, alors je ne sais pas pourquoi. Et il n'avait pas un poil d'inflammation, mais il avait des auto-anticorps. Et le deuxième avait également des anticorps, je crois que c'était des antimusculistes également, à un taux moins important. Donc, mais en dehors de ça, ils n'ont pas d'hypergamma-globuliniémie. Florence, il y a Sandrine qui te dit qu'ils ont le droit au chocolat parce que c'est des graisses végétales. Bon, alors merci Sandrine, tu me consoles. Bon, moi, je ne fais pas les CESD, je ne leur fais pas trop. Alors, c'est des CESD, les quelques-uns que j'ai connus, plutôt plus petits peut-être que ceux de Florence. Et honnêtement, si le cholestérol était normal ou juste au-dessus de la normale, j'avoue que je ne leur faisais pas de régime. Mais bon. Alors, pas strict comme un Volman où il faut du coup mettre des TCM, les supplémenter. Enfin, c'est quand même, là, ça devient du lourd, quoi. Après, comme dit Florence, ils n'ont pas du tout de signes digestifs. En général, ils se plaignent s'ils mangent trop gras. Donc après, ils s'autorégulent quand même beaucoup, ces patients-là. Ils s'autolimitent. Hein. Ils s'autolimitent, ouais. C'est assez pratique. J'en profite pour saluer Alina, dont je vois qu'elle a laissé un petit message. Oui, qui a été mon interne au siècle dernier. Donc, Oh, tout de suite. Merci Alina pour ta petite remarque positive. Je ne sais pas s'il y a encore des questions qu'on a ratées, je ne crois pas. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de taper en bas, là. Ah, ouais. Il y a Marc qui a une question. Mais les vitamines liposolubles, les petits sont supplémentés et les grands, on contrôle. Alors moi, je les supplémente tous en vitamine D parce qu'il faut supplémenter la terre entière en vitamine D, de toute façon, en particulier sous nos climats. Mais ils ne sont pas carencés en AEK. Hein. Les petits, il faut les supplémenter. Les petits sont tous supplémentés, sont tous carencés, donc ils ont vitamine A, vitamine D, vitamine E régulièrement. Bah, super. Ah, il y a Marc encore qui a des questions ou des remarques. On s'adapte au dosage, en fait. On leur dose régulièrement les vitamines et puis on les supplémente. Ah, c'était pour dire que c'était bien. Bah, avec plaisir. Du coup, c'est peut-être la fin, là, c'est le mot de la fin, non? Ouais. Écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir participé, écouté, et on est à votre disposition. Je crois que le webinaire peut se revoir, bien sûr, donc vous pouvez communiquer éventuellement autour de vous s'il y avait des gens qui étaient intéressés de le voir à distance. Dans les remerciements, c'est vrai que j'ai oublié, on remercie bien sûr Alexion aussi et bien toute la filière et j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, merci de votre attention et c'était un plaisir de faire ça. Merci encore à Florence et Soumeya d'avoir accepté d'animer ce petit webinaire toutes les trois ensemble. Bon, on est bien entendu à votre disposition s'il y a des patients compliqués à discuter. Hein. Eh ben, on vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous. Au revoir. Et un bon week-end. À bientôt. Au revoir.